Il n'y a plus le même lien. Je vois dans mon village, les gens passent. Avant, on se disait bonjour. Quand j'étais gamin, il fallait enlever le béret, parce que mon instituteur vous coinçait après. Mais aujourd'hui, ils passent à côté de vous, ils vous disent pas bonjour. Et moi, on ne connaît pas, dans mon village, je connais presque plus personne. Presque plus personne. Bonjour François Guillaume. Bonjour, madame. Vous êtes écrivain paysan. J'ai lu ça sur votre livre, d'autres de votre livre. Alors je reprends, c'est vrai, vous êtes écrivain et paysan, originaire de l'Est de la France, et vous avez été président de la FNSEA, député européen, député de Meurthe-et-Moselle, et ministre de l'Agriculture dans le gouvernement de Jacques Chirac. C'est Oui. bien ça. Alors je précise que vous avez une famille encore profondément rurale. Vous avez des enfants et petits-enfants agriculteurs, je ne me trompe pas. Et vous avez été le témoin et aussi l'acteur du bouleversement de la paysannerie française qui a été restée stable durant des siècles, peut-on dire, Oui, absolument. et qui est au fondement même de notre société. Alors, pourquoi vous invitez aujourd'hui? Parce que le texte de la loi agricole a été voté mardi. Beaucoup de bruit pour rien, disent certains. C'est votre avis? Oui, tout à fait. Tout à fait. Écoutez, j'ai noté qu'il y avait un certain nombre d'intentions qui paraissaient positives, certes, mais les décisions, elles, sont négatives. Parce que ce sont, dans la plupart des cas, des contraintes supplémentaires pour les agriculteurs. Contraintes naturellement environnementales, puisque c'est à l'ordre du jour, tout le monde parle d'environnement, un peu n'importe comment d'ailleurs, et les contraintes se multiplient. Notamment, par exemple, réduction de 50% des produits phytosanitaires. Pourquoi 50%? Pourquoi pas 60%? Pourquoi pas 20%? Pourquoi pas 10%? Voilà, 50%, on a arbitré 50%, mais ce n'est pas possible. La démonstration peut se faire rapidement qu'on est bien obligé de traiter les céréales, les pommes de terre, etc., etc. De même, si vous voulez, en ce qui concerne, parce qu'on en parle pas mal dans cette loi, le bien-être animal. Alors le bien-être animal, tout éleveur sait parfaitement que d'abord, il aime son bétail, et deuxièmement, il l'entretient parce que s'il sait que cet animal n'est pas bien logé, n'est pas bien nourri, il ne produit rien. Donc l'agriculteur, l'éleveur, il a des animaux pour produire. Voilà. Donc tous ces gens qui de l'extérieur, et malheureusement ils se situent maintenant dans les instances du pouvoir, parlent de tout et ne connaissent rien et prennent des décisions tout à fait arbitraires et contraires aux intérêts, pas seulement des agriculteurs, mais de la France, puisque vous savez parfaitement que actuellement la France elle est déficitaire en produits agricoles. Nous achetons plus de l'Europe que nous ne vendons, et actuellement le commerce extérieur, qui était un des fleurons de l'agriculture française, maintenant c'est terminé. C'est terminé. S'il n'y avait pas le blé, et attendons que l'affaire ukrainienne soit réglée, parce que si jamais l'Ukraine venait dans l'Union européenne, alors là, c'est une catastrophe pour les paysans, parce que les coûts de production ne sont pas les mêmes, naturellement. Et voilà, donc, pour d'autres productions, c'est exactement la même chose. On est surclassé. Surclassé pourquoi? Parce que aussi les charges des paysans français ne sont pas les mêmes que celles des autres pays européens, et notamment naturellement de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, évidemment. Alors qu'avons-nous raté ces dernières années? Et spécifiquement, qu'est-ce qui pour vous a été le point marquant pour cette déliquescence de l'agriculture française? Oui, cette dégradation est aussi
voulu par Bruxelles, l'Europe, bien entendu. Et à mon avis, le grand virage que quand j'étais aux affaires, j'avais totalement refusé, et ça avait été extrêmement une bataille acharnée, c'est que déjà à l'époque, c'est-à-dire en 1988, on voulait parler de substituer au prix garanti des primes pour compenser la différence entre le prix mondial, en gros, et puis le prix nécessaire pour les agriculteurs. Et donc, les primes, j'ai estimé que c'était dangereux parce que, d'une part, ce serait chaque fois la croix et la bannière pour pouvoir obtenir un ajustement de ces primes. Et deuxièmement, le grand public a dit, les paysans, on les paye, leur donne des primes, enfin, c'est tout ça. Voilà. Et résultat, ce qui, en plus de ça, si vous voulez, a aggravé les choses, c'est que on a verdi la politique agricole commune. C'est-à-dire que le souci écologique, environnemental, a pris progressivement le pas sur les affaires économiques, le marché, etc., etc. Et là, évidemment, et d'ailleurs ça continue. Et à l'époque, les agriculteurs, une fois que donc j'avais quitté les affaires et que derrière, eh bien, on a abandonné donc toute la politique agricole commune, les protections pour les prix, enfin les prix garantis, etc. Et donc, on a passé au système des primes. Et même les agriculteurs, voire les organisations professionnelles, étaient apparemment contents en disant ceci. Ah, enfin, on reconnaît que nous protégeons la nature, etc. On nous paye pour ça parce qu'on nous donne des primes. Oui, sauf que peu de temps après, la Commission a dit oui, on vous a donné des primes parce que vous entretenez la nature, mais on va vous dire comment nous, fonctionnaires européens, nous estimons qu'il faut protéger la nature. Et là, c'est le flicage permanent. Alors, vous avez assisté de l'après-guerre à nos jours au délitement de la paysannerie, mais est-ce que les agriculteurs n'ont pas péché par trop de modernité ? On a l'impression qu'ils crèvent de la PAC, qui a été une tunique des Nessus. Maintenant, ils en vivent et le gâteau devenant chaque jour un peu plus petit avec l'élargissement de l'Europe. Est-ce qu'ils n'en sont pas dépendants ? Est-ce que ces exploitations toujours plus grandes aussi ne sont pas un piège finalement ? Est-ce que tout ce qui a semblé être une poule aux œufs d'or pour eux ne les a pas induits en erreur ? Oui, il y a effectivement des gens qui ont peut-être poussé trop loin un peu l'acquisition de matériel, etc. Bon, mais c'est quand même ça s'est passé au début, si vous voulez, au cours des années, je dirais de 60 à 80. Mais après, parce que c'était tout nouveau. Moi, pour ma part, si je suis devenu agriculteur, c'est que quand j'étais au collège, à la Libération, on voyait la gare qui était à côté débarquer des tracteurs, etc. Et pour nous, c'était considérable. On n'avait jamais vu ça, bien évidemment. Et donc, l'agriculture a échangé, etc. Et tout le monde est foncé dans cette modernisation, ce qu'il fallait faire d'ailleurs. On ne pouvait pas faire autrement. Mais, quelquefois, pas toujours judicieusement, sans trop réfléchir à l'amortissement normal du matériel. Voilà. Donc là, il y a des erreurs. Mais ça, c'était avant 80. Mais enfin, c'est depuis 80, finalement, que tout s'est dégradé. Et le problème énorme, pas seulement pour l'agriculture, c'est le problème de la Commission, l'autorité de la Commission. Et moi, je considère qu'il faut... la Commission, il faut lui donner le rôle simplement de secrétariat général du Conseil européen, c'est-à-dire du Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Parce qu'autrement, c'est elle qui régente tout, qui décide de tout. Et ne parlons pas de Mme von der Leyen, parce qu'évidemment, elle n'a jamais été élue, mais enfin, elle décide de tout. Et tout le monde s'aligne. Voilà, il y a le problème est économique, mais il est éminemment politique parce que si Mme von der Leyen a décidé d'ouvrir nos marchés au Mercosur, au Canada, etc.,
c'est la commission qui décide. On parle aujourd'hui de la commission, du rôle de la commission. Et on parle de l'inquiétude actuelle de voir le droit de veto supprimé. Mais le droit de veto sur le commerce international, il est supprimé depuis longtemps. Il est supprimé depuis longtemps. Et quand, par exemple, c'est la commission qui négocie. Déjà, elle négociait d'ailleurs, il y a, en 1986-88, là, je me rappelle, quand j'étais aux affaires, j'étais à Punta del Este, où il y avait l'Uruguay-Rund, et là, déjà, je donne ce fait précis parce que c'est significatif, c'est la commission qui décidait, qui négociait. La seule commission était dans la salle de négociation, alors que dans cette salle, il y avait presque 50-60 personnes. Il y avait tous les chefs d'État des pays africains, etc. Et le ministre de l'Agriculture français ne pouvait pas mettre les pieds, était obligé d'en référer. Je les ai serrés de près, naturellement, et même de très près. Et on a évité à ce moment-là donc de passer dans un système que voulaient les Américains, dans le système qu'on déploie actuellement, c'est-à-dire des primes compensatoires des revenus. Alors vous êtes vent debout contre Egalim. Oui. Egalim 1, 2, 3... Oui, ça devient... Non mais Egalim, c'est pas le sujet, c'est pas comme ça qu'on va régler le problème du pouvoir économique des paysans par rapport à la grande distribution. Non. La grande distribution, qu'on le veuille ou non, va continuer à exercer son pouvoir sur le secteur de la transformation des produits agricoles, lesquels répercutent naturellement sur les producteurs. Voilà, donc il faut autre chose, ce que j'ai proposé justement, ce que j'ai proposé depuis longtemps, mais enfin ça n'intéresse plus personne. Je n'ai plus aucune responsabilité, simplement de suggestion, c'est tout. mais personne n'a repris, parce que il faudrait vraiment entrer en conflit avec la Commission. Mais il faudra le faire, c'est pas possible de continuer comme ça. Qui plus est, cette commission, sa composition a été changée par le tandem Chirac-Schröder. On est revenu donc à un commissaire par pays, que vous soyez luxembourgeois, chypriote, etc., maltais, vous avez droit donc à... Bon, c'est pas pensable, ça. C'est pas pensable. Ça. Voilà. Alors voilà. Donc le problème est autant politique qu'économique et donc difficile à régler parce que on ne sent pas une volonté naturellement du gouvernement français, c'est clair et net, mais enfin des autres aussi, et notamment tous les pays qui viennent d'arriver dans l'Union européenne demandent qu'une chose, c'est que ça dure, que le système dure, parce qu'il aurait été extrêmement favorable. Est-ce que vous croyez que la gronde des agriculteurs est derrière nous ? Est-ce que ça pourrait reprendre pour vous ? Ou ils sont rentrés chez eux et puis là c'est terminé ils ne peuvent pas se permettre de laisser leur exploitation trop longtemps. Pardon ? Non, mais j'imagine que les agriculteurs, vous les percevez, vous, en Lorraine, autour de vous, ils sont en colère, ils pourraient repartir en manifestation ou c'est pas leur tempérament ? Je les sens en colère, bien entendu en colère, mais compte tenu, si vous voulez, de manifestation qui a été extrêmement réussie, correcte, convenable, etc. Moyennant quoi, que fait le gouvernement ? Il attend que ça se passe. Il attend que ça se passe. Bon. Quand il y a les voyous, alors là, les voyous, il faut s'en occuper quand même un peu, même si tu n'en occupes pas trop. En revanche, les paysans, c'est différent. Et comme en plus de ça, le gouvernement ne sait pas ce qu'il veut faire. Donc, il flotte. On a parlé donc de prix plancher, c'est-à-dire de reconstruire le prix, non plus en commençant par le haut avec les pressions qui s'exercent, mais en définissant un prix
petit plancher, et après, que les autres s'occupent de leurs affaires, mais que le paysan... Mais ça, c'est pas possible. Nous sommes dans une économie libérale, nous ne sommes plus dans une économie administrée. Ça, c'est fini. Donc voilà, il faut trouver d'autres systèmes. Et moi, j'ai proposé le système américain que les Américains ne pourraient pas nous reprocher, parce que si on veut changer notre système, il est clair à ce moment-là que tout le monde va nous tomber sur le dos, à commencer par les Américains, les autres Australiens, etc. Non. Alors, c'est la raison pour laquelle je disais qu'il faut prendre le système américain. Et en quoi consiste le système américain ? Le système américain consiste à définir un prix d'objectif, mettons pour le blé, on prend pour le blé parce que c'est plus facile, un prix d'objectif, fixé donc par le Congrès, après les négociations avec le Farm Bureau, c'est-à-dire les paysans naturellement, et constitue un prix d'objectif. Si l'agriculteur vend ses céréales, si le prix est trop bas, il reçoit immédiatement une compensation entre le prix qu'il a vendu et le prix d'objectif. Voilà. Et c'est assez habile comme système, évidemment c'est efficace, mais c'est aussi habile parce que si le prix du marché se tient bien, donc il n'y a pas de subvention. Évidemment, il n'y a pas de subvention compensatrice. Voilà. Ce qui fait que le marché mondial, les Américains s'adaptent parfaitement, les agriculteurs américains parfaitement au marché mondial. Ils ont un prix garanti si le marché est trop bas, et ils ont les avantages d'un prix élevé au cas où la conjoncture sera meilleure. Est-ce que vous avez été surpris du soutien des Français pour les agriculteurs, alors que les agriculteurs aujourd'hui ne représentent pas grand monde dans la population ? Oui. Alors là, je suis très prudent quand je parle de ça, parce que nous avons connu le Covid, etc. On dit les braves paysans, heureusement, qui nous nourrissent, et puis derrière la chaîne agroalimentaire, tous ceux qui s'occupent du conditionnement donc des produits agricoles. Une fois ça passé, la considération, à mon avis, générale du producteur, de l'agriculteur, est quand même réelle. Mais c'est global. Quand il s'agit du contact direct, alors là, c'est le coq qui chante, c'est les porcs qui sentent mauvais, etc., etc. Et justement, ce qui est intéressant et dangereux, c'est que dans la loi agricole, il est prévu que seront renforcées les possibilités des tiers de s'attaquer aux nuisances agricoles. Alors, attention. Je note aussi, par exemple, que la chaîne de l'agroalimentaire, à certains stades, elle est aussi très inquiète. Je pense, par exemple, dans les abattoirs. Alors, la loi prévoit qu'on va mettre désormais la vidéosurveillance dans les abattoirs. Bon, j'espère qu'on commencera, d'ailleurs, par les abattoirs qui font l'abattage rituel. Alors là, non, voilà, parce que là, on serait effectivement édifié. En revanche, bien sûr, il y a toujours des abus. C'est possible, mais enfin, d'une manière générale, les gens respectent. Mais comme la population qui ne connaît pas le milieu agricole regarde, elle ne peut pas juger. Et par exemple, je prends un exemple, mais dans les abattoirs, forcément, c'est le personnel est bousculé quelquefois par le cheptel, etc. C'est quand même très dangereux, quoi. Alors on nous dit oui, mais ils mettent des coups de bâton. Ils ne mettent pas des coups de bâton très, très forts, vous direz pourquoi, ça ils ne le savent pas, ces gens-là qui critiquent, c'est que si vous tapez trop fort sur l'animal, et le cuir, il y a du sang qui est dans le cuir, et à ce moment-là, le cuir est déclassé. Hein. Donc, ils n'ont pas intérêt. Ils n'ont pas intérêt. Alors, vous avez été président de la FNSEA, c'est ça ? Oui. La FNSEA, aujourd'hui, est très critiquée et bousculée par la coordination rurale.
Vous le comprenez ? Je suis assez mal placé pour en parler parce que j'ai pas l'habitude de critiquer mes successeurs. Mais c'est vrai, moi j'ai vu à la télévision, effectivement, la coordination rurale avec des gens de qualité. D'ailleurs, c'est quand même assez étonnant de voir comment s'expriment les paysans dans vos micros. Hein. Ils s'expriment vraiment bien, ils connaissent leur sujet, ils s'expriment vraiment bien. Voilà, donc il y a des différences naturellement entre la FNSEA qui cherche plutôt à négocier, etc. Et peut-être en n'étant pas assez ferme dans la négociation. De l'autre côté, la coordination rurale, moi ça n'existait pas à mon époque. Hein. Il y avait la FFA, mais enfin c'était rien, quoi. C'était rien. Mais depuis, elle a grandi et à la FNSA de s'interroger aussi pourquoi la coordination rurale a pris tant de place. Pourquoi ? Voilà. Alors, qu'elle cherche la réponse pour essayer de réparer les choses. Est-ce qu'on peut encore sauver la paysannerie française ? Est-ce que c'est un combat retardateur ? Est-ce que vous ne croyez pas qu'au fond, déjà en Europe, certains se sont dit, bon, c'est plus la France qui fera des pays agricoles, ce sera d'autres pays. Et est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'y a pas, que la paysannerie n'est pas en soins palliatifs actuellement ? Non, je pense pas. Vous avez d'ailleurs les agriculteurs en général sont compétents, dynamiques, travailleurs. Les paysans travaillent. Hein, quand je vois les autres secteurs d'activité par rapport aux agriculteurs, bon, évidemment, une différence considérable. Et donc, il y a des gens d'ailleurs bien formés. D'ailleurs, dans la loi actuelle, on propose aussi d'élever le niveau de formation. Mais ils enfoncent des portes ouvertes. Parce qu'actuellement, il y a quand même un lycée agricole par département, qui d'ailleurs a un recrutement insuffisant et va chercher donc, recrute aussi pour d'autres activités, notamment sur l'écologie, etc. Vous avez les grandes écoles agronomiques. Bon, vous avez aussi, la profession a créé des centres de formation pour adultes, pour remettre à jour, etc. Les chambres d'agriculture ont toutes sortes de services qui sont là. Donc, de ce côté-là, le ministre, il enfonce qu'on voit d'ailleurs rarement, enfonce des portes ouvertes. Alors, on nous propose un bachelor, ça existe déjà dans la réalité. Donc, si vous voulez, par contre, ce qu'il faut aux agriculteurs, effectivement, c'est du revenu, ne serait-ce que pour d'abord compenser leurs charges, et puis finalement essayer de vivre décemment, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors la paysannerie française et la ruralité qui fait rêver encore, hein, par son identité, oui. par son côté traditionnel, a connu quand même une grosse crise spirituelle en même temps. Oui. Elle était très chrétienne, très attachée à ses traditions, elle vivait en famille, quelquefois deux ou trois générations sur le même toit. Et comment vous expliquez ça ? Ça s'est effondré très vite aujourd'hui, plus personne ne croit dans les campagnes, ou pas beaucoup de monde. Comment se fait-il que tout soit effondré aussi rapidement ? Tout d'abord, les exploitations se sont restructurées, donc sont beaucoup plus importantes que la passée. Les traditions familiales qui étaient quand même plus permanentes dans le milieu rural, progressivement se sont affaissées. Sous le contact aussi des frères et sœurs ou d'autres qui sont partis dans d'autres métiers, dans d'autres régions, voire très très loin. Voilà, je crois qu'il y a tout ça, mais malgré tout, si vous voulez, il reste. Je pense que moi, je suis assez confiant sur les générations nouvelles. Encore faut-il les aider, parce qu'autrement, ils vont complètement se décourager. Parce que, ils sont formés, ils sont passionnés, là, pour la plupart, par leur métier. Alors, vous avez raison de dire que c'est pas particulier, d'ailleurs, au milieu rural. Il y a quand même tout le côté spirituel qui, quand même, s'est effondré, quoi. Bon, il n'y a plus de curé, il n'y a plus de tout ça a joué beaucoup.
Mais je pense que tout ça peut repartir aussi. Je pense que tout ça peut repartir. Il y a un désintérêt aussi pour le patrimoine qui fait quand même les villages français. Enfin, je pense aux petites églises. Vous savez, Roselyne Bachelot a dit que les églises du 19e, faudrait que chacun se débrouille pour les entretenir, qu'il n'y ait plus d'argent. Et enfin, je résume. En général, il y a des jolies bâtisses, un petit château. Enfin, dans les villages français, là aussi, c'est un pan de l'identité rurale qui est complètement oublié aujourd'hui. Vous ne croyez pas? À part Stéphane Bern. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, les villages changent aussi, mais c'est aussi par l'arrivée d'une population qui vient de la ville, quoi. Alors, il n'y a plus le même lien. Je vois dans mon village, les gens passent. Avant, on se disait bonjour. Quand j'étais gamin, il fallait enlever le béret, parce qu'autrement, l'instituteur vous coinçait après. Mais aujourd'hui, ils passent à côté de vous, ils ne vous disent pas bonjour. Moi, on ne connaît pas, dans mon village, je ne connais presque plus personne. Plus personne. Par les vieilles familles, oui, et comme elles se raréfient, ceux qui sont venus, voilà. Alors ils prennent des postes de la municipalité et se font élire, etc. Et ils cherchent à satisfaire d'autres besoins, quelquefois même au détriment des agriculteurs, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le refus de tolérer les conséquences de l'exploitation, qui est un peu quelquefois gênante, de l'exploitation agricole, de l'exploitation des exploitations agricoles. Pardon. On parlait du béret sur la tête que l'instituteur vous a enlevé. Moi, j'ai été très frappée par votre livre « Un paysan au cœur du pouvoir ». Parce que j'ai constaté que votre mode de vie enfant, vos traditions, vos pratiques paysannes étaient tout à fait similaires à ce qu'a connu mon père en Aveyron. Alors pourtant, c'était presque l'autre bout de la France. Et c'est vrai que ça faisait l'unité française, cette éducation à l'effort, à la politesse, au respect. Là aussi, comment expliquez-vous que tout se soit écroulé si vite? Est-ce que c'est pas à l'origine de nos problèmes? Oui, c'est aussi la société française qui a considérablement évolué, c'est clair. Donc le milieu agricole, le milieu rural a suivi. Et a suivi, comme je disais tout à l'heure, d'autant plus vite que des citadins sont venus avec d'autres préoccupations, d'autres conceptions, d'autres habitudes, etc. Et ils viennent chercher à la campagne ceux qui n'ont pas à la ville, mais ils veulent quand même que la ville, que la campagne ait les mêmes services que la ville. Oui, ils veulent installer les villes à la campagne, comme disait, je ne sais plus quel humoriste. Donc c'est vrai que ce changement de population a compté. Et que pensez-vous de cette idée prégnante chez nos gouvernants de faire venir les migrants à la campagne? Oui, alors là, c'est une folie, une folie. Je pense que le gouvernement cherche à les imposer, soi-disant pour redresser la démographie des villages. C'est tout à fait incompatible, parce que là alors, en ville, au moins, on peut encore s'isoler des lieux où il y a une population qui a des traditions, des mœurs tout à fait différentes des nôtres. Mais à la campagne, les gens vont vivre les uns sur les autres, donc ça va être affreux. Ça va être affreux. Alors vous avez bien connu Jacques Chirac, oui. Qui était réputé enraciné. Oui. Et quel souvenir en gardez-vous? J'ai bien aimé le Chirac d'avant 88, mais rien à voir après. Il y a deux Chirac. Ah oui. Il y a celui d'avant, je dis 88, 90, quoi, qui était donc gaulliste, d'autant plus gaulliste qu'il avait un peu deux poissons pilotes, Marie-France Garot et puis Pierre Juillet, qui le tenaient dans la ligne. Et je pense que son échec de 88, il s'est convaincu lui-même que de toute façon, il fallait aller vers des
points de vue différents, des attitudes politiques, des comportements politiques différents, pour pouvoir être élu président de la République. C'était son objectif. Et bon, après, donc on a tout lâché. Moi, j'étais en désaccord avec tout ça. Je signale ça parce que pour la petite histoire, c'est que je n'ai eu après 88, à l'Assemblée nationale, j'étais quasiment barré partout. Et Jacques Chirac, un jour, m'a dit « François, t'es trop dur ». Je dis « Non, Jacques, je ne suis pas dur, je suis rigoureux, c'est pas la même chose ». Bon, donc, par exemple, je cite aussi le fait que la commission Santerre, à l'époque, on avait 2 commissaires, un commissaire de gauche et un commissaire de droite. Et on était donc sous Balladur Premier ministre, et la gauche avait choisi Édith Cresson. Et Balladur m'avait demandé, et j'ai dit, bon, je n'ai jamais cherché de responsabilité pour l'honneur et la gloire, mais parce que j'estimais que ça pouvait être utile. Et en fait, Mitterrand était d'accord avec Balladur, et Chirac s'y est opposé. Donc on a pris un certain de Silgui qui a négocié l'avènement de l'euro. Et il a oublié une chose essentielle, que je n'aurais jamais oubliée, c'est-à-dire qu'il fallait l'harmonisation fiscale et sociale, qui avait été prévue dans les textes avec une date butoir de 1997. Et aujourd'hui, nous souffrons de ça. Nous avons souffert de ça face aux Espagnols quand ils sont arrivés dans l'Union européenne. Nous avons souffert de ça et nous continuons à en souffrir avec tous les pays de l'Est européen qui, naturellement, ont des prix de revient inférieurs aux nôtres. C'est pour ça que la moitié des poulets français sont achetés en Ukraine ou je ne sais où. Enfin, l'Ukraine n'est pas encore dedans, mais ça ne fait rien. Ils en vendent quand même et à bas prix, etc. quoi. Donc voilà le drame un peu. Personne ne le dit aujourd'hui, mais enfin c'est quand même ça. Nous avons des prix de revient plus élevés que les autres, donc ce sont les produits des autres qui viennent chez nous. Et quand même, la France, grand pays agricole, nous importons plus des autres pays européens que nous ne leur vendons. C'est incroyable. De même qu'actuellement, au niveau de... Avant, on avait quand même un excédent commercial donc sur le monde entier. Et aujourd'hui, nous en avons encore un peu grâce au blé, mais enfin si l'Ukraine arrive, ça changerait, et grâce aussi au vin et spiritueux, parce que bon, c'est un chiffre, une valeur ajoutée importante, évidemment. Donc, et le solde de notre balance commerciale est inférieur à celui de LVMH. Inférieur, c'est effarant, l'agriculture française. Vraiment. Donc la droite a sa part de responsabilité. Oui. Et oui. Et si vous voulez, quand les agriculteurs français travaillent très bien d'ailleurs. Hein. Moi, je prends le train donc chaque semaine. Et au printemps et en été, je ne lis pas, je regarde. Je la connais puisque ça fait des années que je passe, mais je regarde parce que la nature est belle. Le magnifique damier des forêts et des champs, c'est quand même les paysans. S'il n'y a plus de paysans, c'est pas possible. Il n'y aura plus la campagne française ne sera plus la même. Alors vous avez connu aussi Marie-France Garot ? Pardon ? Vous avez connu Marie-France Garot ? Oui. Alors
Oui, parce que donc j'ai fait campagne contre Maastricht avec Charles Parcois, Philippe de Villiers et Marie-France Garot drivait un petit peu tout ça quand même, parce que c'est des personnalités quand même un peu très appuyées, donc c'est pas facile de les réunir dans le même objectif. Mais enfin, bon, elle y est parvenue. Et on a d'ailleurs, elle a écrit un livre de l'Europe en général et de la France en particulier. C'est elle qui l'a écrit. Moi, j'ai écrit 3 pages. Elle m'a demandé d'écrire 3 pages pour l'agriculture. J'ai écrit 3 pages pour l'agriculture. Mais in fine, c'est Seguin qui a signé. Voilà. Alors, vous avez des petits-enfants, donc agriculteurs. Vous les avez pas eu envie de les dissuader de faire ce métier? Vous pensez que c'est pas trop dur? Non, ils aiment ça, mais en même temps, si vous voulez, comme maintenant, quand le ministre nous dit qu'on va renforcer la formation, la plupart des gens qui s'installent, ils ont au moins un BTA, hein, et souvent, ils ont un titre d'ingénieur. Mes petits-fils sont tous ingénieurs. Les 2 qui sont installés, ils sont ingénieurs. Bon, voilà. C'est plus la question que vous m'avez posée. Non, je me demandais si vous les aviez dissuadés ou si vous n'aviez pas pour eux. Non, pas du tout. Bon, j'essaie de les aider autant que je peux, par des conseils éventuellement, mais enfin, en les laissant bien sûr très libres. Alors, que diriez-vous à des jeunes Français qui voudraient devenir agriculteurs aujourd'hui? Est-ce qu'il faut déjà être fils d'agriculteur pour être agriculteur? Et est-ce que c'est un métier que vous encouragez? Que diriez-vous? C'est un métier, moi, que j'ai trouvé, d'ailleurs, puisque je l'ai exercé pendant longtemps, donc passionnant, très dur. Il faut travailler énormément. Il n'y a pas de samedi. Les producteurs de lait, il faut traire les vaches 2 fois par jour, hein, samedi, dimanche, comme les autres jours de la semaine. Ils ne connaissent pas les dimanches, les vaches. Ils ne connaissent pas les jours fériés. Elles font jamais grève. Hein, ouais. Donc c'est un métier passionnant. En plus de ça, on est toujours en recherche, parce qu'on s'améliore toujours. On cherche toujours à s'améliorer. Et il y a aussi le problème donc de la mécanisation de la ferme. Là aussi, c'est un aspect de la question. Il y a un autre aspect qui est celui donc du soin des animaux, c'est une autre chose. Et puis il y a aussi l'ensemble des produits qui vous sont nécessaires, les engrais phytosanitaires, etc. Donc et c'est jamais la même chose. Il y a toujours des situations différentes pour lesquelles il faut trouver une solution, une issue, voilà. Il y a beaucoup de suicides dans la profession. Oui, c'est ça. Un par jour, moi, ça me traumatise de voir ça. C'est que les gens n'en peuvent plus, quoi. Les gens n'en peuvent plus. Ouais. Et chez moi, dans mon village, il y en a eu, quoi. Ouais, bien sûr. Dans votre village? Oui. Alors on va quand même finir en disant vive la paysannerie française. Vous êtes d'accord? Et que? Vive la paysannerie française! Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup François Guillaume pour votre regard sur l'agriculture, le monde rural, la paysannerie. Merci chers lecteurs de Boulevard Voltaire. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre site, à la chaîne YouTube et je vous souhaite un bon dimanche.